Dans chaque étape de votre vie, vous allez faire des erreurs et c'est tout à fait normal. Apprenez de vos erreurs, c'est la méthode d'apprentissage la plus efficace. Cependant, il faut absolument éviter les erreurs fatales. Les erreurs fatales sont les erreurs qui vont vous mettre à genoux et qui ne vous laisseront aucune chance pour vous en relever. Croyez-moi, ce sont des erreurs que vous préféreriez éviter. Je vais donc vous présenter les 5 erreurs fatales les plus courantes dans le domaine de l'investissement en bourse et vous allez voir que la solution à ce problème est très simple. Il faut simplement avoir une vision long terme. Pour illustrer ces 5 plus grosses erreurs, nous allons prendre l'exemple d'un jeune salarié de 25 ans qui va placer 100 € tous les mois en bourse dans un ETF qui va répliquer la performance du S&P 500. Le S&P 500 est un index qui, pour faire simple, est composé des 500 plus grosses sociétés américaines par capitalisation. Dans l'histoire du S&P 500, on peut voir qu'il y a de longues périodes, de très longues périodes où on ne gagne rien du tout dans le marché des actions. C'est surtout le cas lorsque l'activité économique diminue pendant les périodes de récession ou bien de stagflation. Par le passé, on a eu 2 longues périodes. On peut voir ça pendant les années 1968 à 1978 et pendant les années 2000 à 2012. Beaucoup d'investisseurs vont se décourager après avoir investi quelques années sans bénéfice. Ils vont être tentés de vendre au pire moment pour investir sur d'autres marchés et c'est une grosse erreur car on peut voir qu'après ces périodes, le marché est reparti sur un fort cycle haussier. Pour notre jeune salarié, ce sont des périodes d'accumulation où il peut créer ses positions pour le très long terme. Donc la question à vous poser, êtes-vous capable de tenir 10 à 15 ans sans rien gagner? Si la réponse est oui, vous pouvez partir sur une stratégie 100% d'action, sinon il va falloir diversifier. Dans les années 1970 et les années 2000, le S&P 500 a perdu 50% de sa valeur et on a même eu bien pire dans les années 1930 avec une perte de l'ordre de 90%. Quand on a 25 ans et qu'on commence à investir en actions, c'est une vraie aubaine de voir les marchés dégringoler. Ça permet de continuer d'accumuler à des prix beaucoup plus attractifs. Évidemment, notre petit investisseur va se prendre une baisse de 50% sur son patrimoine. Admettons qu'il ait investi jusqu'à présent 3 000 €, une perte de 50%, ça représente que 1 500 € en final. Donc certes, ce n'est pas agréable car 1 500 €, c'est une certaine somme. Mais je pense que pour la majorité des investisseurs, ce n'est pas une somme qui devrait mettre votre santé financière en péril. Pour moi, cette personne devrait être super excitée à ce moment car ça va lui permettre d'accumuler à fond si elle a bien une vision d'investissement sur les 30 à 40 prochaines années. Mais là où ça devient beaucoup moins rigolo, c'est quand notre petit investisseur qui a commencé à investir à 25 ans se rapproche de ses 65 ans et qu'il a réussi à accumuler un capital de 200 000 jusqu'à 500 000 € en bourse et se prend une perte de l'ordre de 50%. Il va commencer à ne plus endormir la nuit et finalement il va craquer au plus bas pour vendre ses actions en se disant « plus jamais je n'investirai dans les actions ». Êtes-vous capable de vous prendre une perte de 50%? J'aimerais que vous fassiez un petit exercice pour répondre à cette question. Vous allez prendre le montant que vous souhaitez investir en actions et vous mettre en situation de crise financière. Imaginez, tous les jours, vous entendez des nouvelles négatives sur l'économie. Récession, chômage, délocalisation, guerre. Votre compte perd 50% de sa valeur sur l'espace d'une année. Comment vous vous sentez? Si vous êtes toujours excité à l'idée d'acheter des actions, c'est bon. Si vous êtes stressé et que vous n'endormez plus la nuit, c'est que vous avez trop d'actions dans votre portefeuille et qu'il faut diversifier avec des actifs antifragiles. Beaucoup de personnes se lancent en bourse avec les mauvaises attentes en termes de rendement. J'ai pu faire une vidéo qui va un peu plus en détail sur ce sujet. Voici les conclusions. Environ 90% des professionnels n'arrivent pas à battre la performance du S&P 500. La performance annualisée du S&P 500 est d'environ 9 à 10% par le passé. Et 10% des professionnels qui surperforment réussissent une performance de l'ordre de 10 à 20%. Alors oui, pour notre petit investisseur, au début, il ne va pas gagner grand-chose. En investissant 1 000 € la première année, avec un rendement de 10%, ça représente que 100 €. Par contre, s'il suit méthodiquement cette stratégie en obtenant un rendement de 10% sur 40 ans, il aura un capital de plus de 500 000 € grâce à l'effet des intérêts composés. En gros, il va toujours réinvestir ses gains et ses gains vont à leur tour générer des intérêts de l'ordre de 10%. Et c'est surtout dans les dernières années que ça devient une courbe exponentielle. Bon, je ne veux pas vous démotiver, mais il y a vraiment de faibles chances d'arriver à surperformer le S&P 500 sur le long terme. Beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir surperformer avec des stratégies qui fonctionnent sur le court terme, mais qui ne vont plus fonctionner sur le long terme. Est-ce que vous avez vraiment une stratégie qui a traversé le temps sur 100 ans avec succès? Et comme on a pu le voir, même avec un petit capital, si on investit sur une très longue période, on peut gagner énormément d'argent. Il faut juste être discipliné et rigoureux, sachant que les efforts dans les premières années vont finir par payer. La fiscalité personnelle. Beaucoup de personnes s'inspirent de stratégies qui offrent de forts rendements, mais qui ne sont malheureusement pas optimisées fiscalement selon leur situation personnelle. Je vais montrer un petit exemple pour vous démontrer l'impact que la fiscalité va avoir sur la performance nette de votre investissement. Donc la première personne va investir 10 000 € dans son PEA
et la deuxième personne va investir 10 000 euros dans un CTO. Après 30 ans, ces personnes vont vendre leur position et payer l'impôt. On peut voir qu'il y a une différence de 22 000 euros, soit une différence de 15% entre ces deux profils, ce qui est vraiment énorme à mon sens. Donc assurez-vous que la stratégie que vous avez choisie est bien optimisée fiscalement, car la fiscalité va avoir un énorme impact sur votre performance nette. Documentez votre stratégie. Vous allez prendre une page et vous allez documenter votre stratégie. Vous allez mentionner votre profil de risque, votre horizon d'investissement. Donc, c'est-à-dire, vous allez mentionner, êtes-vous capable de prendre des moins-values de 50 à 60%? Est-ce que vous êtes capable de vous prendre des périodes de 10 à 15 ans sans générer aucun bénéfice? Et ensuite, vous allez documenter la stratégie que vous avez choisie et vous allez mentionner pourquoi cette stratégie vous convient. Donc, pour ce faire, je vous recommande de mentionner la performance passée. Évidemment, la performance passée n'est pas une garantie des performances futures, mais c'est déjà une bonne base de départ. Ensuite, vous allez essayer de comprendre quels sont les types d'environnements où la stratégie surperforme ou bien sous-performe. Avec de l'expérience, vous pourrez optimiser la stratégie de base en fonction de l'environnement économique. Donc l'avantage de documenter sa stratégie est qu'en cas de grosse crise financière, vous pourrez consulter à nouveau votre document à tête reposée pour regagner votre confiance et pour maintenir la stratégie. Et bien évidemment, tous les ans, il faut revoir son profil d'investisseur et sa fiscalité personnelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à documenter votre profil d'investisseur et votre politique d'investissement. Cela vous sera très utile dans les moments difficiles pour ne pas perdre le cap. Donc soyez un peu courageux et dites-moi quelles sont vos plus grosses erreurs fatales que vous avez commises dans l'investissement en bourse. À bientôt!